Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui je reçois Alessandra Machado. Salut Alessandra. Salut Juliette, merci beaucoup vraiment pour l'invitation. Je parle au nom de toutes les femmes de Passerelle et puis aussi pour moi. Je te remercie beaucoup pour ton travail que je salue avec beaucoup de courage et beaucoup d'intégrité. Mais aussi je te remercie de m'avoir invitée pour cet échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Moi, ça faisait un moment, de toute façon, que je voulais t'inviter sur le podcast. Donc voilà, donc c'est trop cool. Est-ce que tu peux te présenter à mon audience qui peut-être te connaît pas forcément? Alors, je m'appelle Alessandra Machado. Je suis mère et grand-mère. Je suis arrivée en France il y a 26 ans maintenant. Donc, je suis ce qu'on appelle une migrante économique. Donc, c'est la misère pour vivre ici en France. Et aujourd'hui, je travaille avec les femmes dans la majorité, parce que c'est mon engagement, le corps des femmes. Le corps des femmes, c'est mon intérêt et je suis éducatrice sportive aussi. Et je travaille sur les stratégies d'un projet qui s'appelle Passerelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur Passerelle? Bien sûr. Passerelle, c'est d'abord une volonté de créer des passerelles, comme le nom l'indique. C'est d'abord bien sûr un club sportif relié au mouvement sportif, donc une fédération qui s'appelle le FOLEP. Aujourd'hui, donc, c'est 21 cours d'activité physique dans la métropole lilloise, dans plusieurs quartiers. Mais c'est aussi la volonté d'être un peu partout. Donc, on est nomade. On favorise vraiment le lien social avec d'autres pratiques comme des groupes de parole dans lesquels tu as participé et que tu as donné ton expertise, qui s'appelle Modèle, sur la santé des femmes, essentiellement. C'est aussi ce qu'on appelle la diversité inclusive. C'est vrai que le nom, c'est un peu bâtard parce que ça veut tout dire et rien dire. Mais c'est le fait que nous sommes différents, avec des histoires différentes, avec des parcours différents, et pour autant, c'est important de se retrouver parce que cette diversité nous permet de questionner notre propre réalité. Je pense qu'on manque rudement des espaces dans lesquels des gens différents se retrouvent. Et effectivement, Passerelle a une forte envie de proposer cette mixité sociale, on peut le dire, parce qu'on a des coefficients familiales différents pour les gens qui ont plus aux moyens, ou pas de moyens du tout. On est gratuit pour les personnes sans papier, et, bon, aussi issu de mon histoire évidemment, mais aussi parce qu'on croit que ces gens qui viennent d'ailleurs, ils ont beaucoup à nous rapporter en termes de parcours, en termes d'histoire, en termes de culture, en termes de langue. Et on est aussi très focalisé sur ce qu'on appelle le sport santé. Mais c'est vrai que le sport santé, ça peut être mal interprété parce qu'on peut imaginer que la santé, elle est reliée justement à cette logique de maigrissement. Et donc, nous, on essaye de déconstruire ce rapport qu'on a avec le corps et le mouvement. En résumé, c'est ça, Passerelle. Ok. Et du coup, quand est-ce que tu as créé Passerelle et c'était dans quel contexte à l'époque Alors, c'était le contexte de la survie. Je me suis retrouvée toute seule avec 4 enfants. Donc, sans famille, tout seul en France, c'était assez compliqué. Et le sport a toujours fait partie de ma vie. Moi, je suis née en dictature militaire. Donc, la pratique physique n'était pas du tout une option, c'était une obligation. Et à l'époque, il y a 14 ans, j'avais fait une formation Zumba. Zumba n'était pas du tout associé au sport à l'époque. C'était juste une activité en plus, un petit peu comme le yoga, tu sais. Et rapidement, le ministère des Sports a saisi le mouvement. Et là, j'ai dû passer mes diplômes. Donc, j'ai passé plusieurs diplômes, à peu près une cinquantaine de diplômes différents. Mais en tout cas, je suis rentrée dans un cursus qu'on appelle le BPGEPS APT, Activité physique pour tous. Et je me suis rendu compte de l'importance de cet engagement à travers le mouvement. D'abord parce que la France est un pays pas très sportif dans le sens accessibilité à tous. Et ensuite, parce que au départ, je déployais la culture brésilienne avec la danse dans les quartiers. Donc, je faisais du lien avec le mouvement. Et puis, surtout parce que c'était fort d'engagement. Surtout, c'était fort d'engagement dans mon histoire personnelle, parce que je pense qu'on fait les choses selon nos histoires personnelles aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. On est nourri de ce qui nous traverse. Et ma condition de femme immigrée dans un pays complexe comme la France, extraordinaire mais complexe, m'a poussée à l'engagement militant à travers un projet associatif qui a amené aussi à beaucoup de talents et beaucoup d'expertise à rejoindre le projet parce qu'on est plusieurs femmes talentueuses à l'intérieur de ce projet. Je suis dans la fondation La Graine qui a fait pousser une forêt, une canopée.
C'est joliment dit, j'aime bien. Ouais, ok. Du coup, c'est parti en fait aussi de ton constat par rapport au sport en France, enfin ce côté que c'était pas accessible, etc. C'est ça, du coup? C'est particulièrement ça, c'est que à l'époque, je travaillais avec une structure qui s'appelle Brésil Afrofan, que j'étais bénévole, et on amenait la danse dans les quartiers. Et je voyais bien que les femmes, en tout cas les femmes entre 25 et plus, avaient pas vraiment d'activité à part la couture, tu vois. Hmm. Physique était vraiment pour moi, enfin, elle devait être démocratique, surtout que je voyais que le mouvement, chez beaucoup de femmes issues de l'immigration, enfin des parcours d'issues, je pense à Fatou par exemple, mais pas que, mais le mouvement, la danse est parti d'une identité, tu vois. Et je voyais ces corps libres en mouvement, tu vois, ces bassins qui bougent librement. Et en même temps, dans les beaux quartiers, j'avais des gens qui pouvaient payer l'activité, la Zumba à l'époque, et qui avaient des bassins en retenue. C'est pas un jugement, hein, c'est juste pour dire que les bassins, enfin, la liberté corporelle n'est pas toujours là où on le voit. Ouais, ouais, carrément. Ouais, et du coup, passerelle, c'est vrai que, enfin, moi, quand j'ai rejoint, du coup, bah, moi, je fais du sport, du coup, au sein de passerelle, notamment, en plus de mon activité de bénévole au pôle santé, également aussi. C'est vrai que moi, ce qui m'avait aussi marqué quand j'ai rejoint les cours, c'est ce côté diversité des corps, diversité des milieux, diversité des groupes sociaux aussi, etc. Et c'est vrai que ça se voit, tu vois, cette volonté aussi de créer, justement, bah, comme tu dis, des passerelles entre les quartiers, entre les femmes, des femmes qui ne se côtoieraient peut-être jamais, en fait, s'il n'y avait pas ce genre de projet, quoi. Exactement. En fait, c'est ça qui est beau. C'est que tu vois, toi, tu as ramené ton talent à ce groupe de parole. Ton existence nous a ajouté une touche de ton parcours. Tu sens que c'est puissant parce qu'il y a de l'écoute. Et en plus, tu vas aussi trouver à l'intérieur de ce groupe des gens formidables, tu vois. Ouais. Donc, tu ramènes ton talent et en même temps, tu te nourris avec le talent de cette diversité, tu vois. Et Mm. donc, c'est puissant. Je pense qu'on en a toutes besoin de ces communautés. Je crois que faire communauté et avoir un dialogue avec des gens qui sont dans un autre univers que le nôtre, c'est ça qui nous permet d'être nourris intellectuellement et avoir la certitude qu'il y a une sécurité. Je ne sais pas quel bouquin je lus qui parlait du fait que, tu sais, cette problématique de fin du monde, de problématique écologique, enfin, le chaos qui s'installe, il est moins insécure là où il y a communauté. Parce Mm. que la communauté, tu as la certitude quoi, subjectif d'une... Tu n'es pas tout seul, quoi. Tu n'es pas abandonné, en fait. Mm. Tu vois, et c'est pour ça qu'on parle de niveau de dépression dans les pays plus développés, parce que dans les pays plus développés, on a plus d'isolement. Et donc, se faire communauté, c'est aussi pouvoir compter. C'est aussi se dire, voilà, je ne suis pas tout seul, quoi. Tu vois, il y a des gens qui traversent. Aujourd'hui ou hier, je ne me rappelle plus dans quel cours, j'avais parlé d'un sujet et puis on a fait un lien avec le fait que ce que je traverse, potentiellement, tu as traversé. Mhm. Tu vois, dans nos histoires de genre de femmes, tu vois, Ouais. effectivement, on traverse des choses qui nous rejoignent, la peur de rentrer à la maison après 23 heures, tu vois, avoir les mains qui tremblent dans la pochette avec les clés parce que tu as cette insécurité. Et puis, enfin, tu as toutes ces choses-là, Mhm. nos histoires de femmes. Et quand tu as une communauté, ça devient moins important. Tu vois? Ouais, oui, oui. Oh, je te rejoins carrément. Enfin, je trouve que justement, bah, tiens, si on peut relier à l'actualité, enfin, récemment, là, il y a eu la manif du coup du 8 mars. Et je trouve que c'est ça aussi qui est beau dans les manifestations féministes comme ça, c'est qu'on voit qu'on n'est pas toutes seules et qu'il y a d'autres femmes comme nous bah, qui potentiellement, voilà, elles vivent la même vie. En fait, on vit tu vois, les mêmes histoires. Tu vois, c'est ton histoire et mon histoire, on dit souvent, et c'est vrai. Et je trouve que de voir ça, moi, je trouve que ça m'émeut toujours parce que je me dis, bah, c'est vrai que c'est cette communion en fait qui nous permettra, je pense, d'avancer et de justement de peut-être résister aussi à d'autres reculs de droits potentiels, etc. Enfin, c'est très fort aussi de le vivre cette sororité et de faire communion parce qu'au final, c'est ce que la société aussi patriarcale cherche à faire, c'est nous diviser. Du coup, de prendre ce contre-pied-là, ouais. C'est ça. La vraie révolution, je pense que c'est vraiment, tu vois, quand on parle de sororité, c'est un mot galvaudé. Mhm. La révolution, c'est quand on commencera à se regarder
comme différentes que nous sommes, parce que nous sommes des individus uniques, mais en même temps avec des parcours semblables. Donc, quelle que soit l'histoire des femmes, tu vois, que les femmes de quartier qu'on voit, Fatou qui a 65 ans, Zoubida qui a 35 ans, qui est en train de créer sa boîte, enfin, toutes ces femmes-là sont Aurélie qui est cadre chez Publicis, toi et ton parcours avec ta boîte, Émilie, enfin, toutes ces gens qui font partie de notre réseau ont des histoires tout à fait différentes, mais en même temps qui ont des parcours et des difficultés, des freins qui peuvent être dépassés avec le support qu'on se donne les unes les autres. On peut faire la courte échelle, tu vois. Ouais. Et je pense que la société telle qu'elle est capitaliste, enfermante, pyramidale, tout ce qu'elle veut, justement, c'est cette dissociation de commun. Pour moi, le féminisme révolutionnaire, c'est quand je peux parler avec tous les bords féministes, parce qu'il y a des bords féministes de partout, et que je respecte leur point de vue, que je sais leur argument. Et j'ai l'habitude de dire que moi, je préfère 1000 fois quelqu'un qui me dit qu'il lave le linge sale et qu'on gueule dessus, qu'on se crêpe le chignon et qu'on arrive à s'entendre, même si on ne se comprend pas, que faussement une relation, tu vois, d'apparat dans lequel on n'a pas les vérités. Parce qu'on a besoin des espaces comme ça dans lesquels on peut se dire véritablement ce qu'on ressent, ce qu'on voit dans l'autre, ce qu'on voit en soi, parce que ça appartient à moi, à mon observation de toi. Et peut-être que ce que l'autre va m'apporter va me permettre d'avoir une autre observation, une autre réflexion. Et effectivement, on a besoin de ces espaces de rencontre dans lesquels on se retrouve face à des différences, peu importe le parcours de chacune. C'est pas pour autant que tu as une vision qui est différente de la mienne que je ne dois pas défendre la vision que tu portes, tu vois. Ouais, oui, un peu dépasser aussi ce que tu disais, un peu ce côté hypocrisie des fois qu'on peut avoir, je pense, de pas dire vraiment les termes, on va dire, avec peut-être d'autres et de pas... Ouais. Ouais, dire qu'on pense, voilà. Moi, je préfère quelqu'un qui me dise « Oh putain, là, t'étais vraiment une grosse pétasse, tu vois. » 1000 fois qu'on me le dise. Et je crois qu'on a déjà eu cette discussion. C'est aussi lié à l'éducation, la culture. Je sais pas, en France, on a un peu un truc... Et finalement, c'est pas pour autant qu'on ne ressent pas. Et ça génère ce truc de compétitivité, de regard négatif, de diserie, tu vois, de trucs un peu fourbes. Je t'avoue que j'ai plus la patience. Peut-être parce que je suis vieille. À 52 ans, tu as envie de dire vrai. Je crois pas, parce qu'en fait, j'ai toujours été comme ça, à dire les choses que je pensais. Je pense que ça a à voir avec l'âge, évidemment. Ouais. Mais je crois que la sororité ou la fraternité entre femmes, elle passe par là. On lave notre linge entre nous. Et puis après, s'il faut nous défendre face au reste du monde, on s'est dit les choses, tu vois. Et là, on se serre les coudes. Ouais, carrément. Mais c'est... Oui, je pense que c'est aussi lié à la culture, parce que peut-être je sais pas, il y a toujours ce truc de, tu vois, on pense pays latin comme le Brésil, etc., l'Amérique latine, on se dit, bah, c'est un peu ce truc plus sanguin, où tu vois, où on va peut-être plus être expansif, ou ce genre de choses, tu vois, un peu choses qu'on... Peut-être on peut retrouver un peu plus dans les cultures méditerranéennes aussi. Tu vois, ce côté un peu, voilà, on dit les choses et on s'exprime, tu vois, plus, je pense que la France... C'est sûr. C'est sûr, sauf que, je ne sais pas si tu as regardé la série Bref, là, tu vois. Moi, j'ai tout regardé. Voilà, il parle justement de ça, du fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, et sa foi, parce qu'à un moment, il y a un trop-plein. Bon, moi, j'ai besoin d'être alignée par rapport à ce que je suis, ce que je crois, et c'est souvent, je le dis dans mes cours, ne prenez rien ce que je vous dis comme vérité, cherchez par vous-même, quoi. Chacun, nous sommes des adultes, tu vois, je pense beaucoup à l'andragogie, tu vois, la pédagogie de l'adulte. Je pense que la transmission, bon, là, l'endroit où je suis en tant qu'éducatrice, parce que c'est quand même un endroit assez dangereux, vu que tu es en train de donner un contenu, il faut vraiment faire très attention à la réception des informations. Et comment d'ailleurs tu es devenue du coup éducatrice sportive? Pourquoi tu as choisi cette vocation-là? Comme je t'ai dit au début, le sport a toujours fait partie de ma vie parce que j'ai grandi en dictature. En fait, au Brésil, tu fais l'école le matin et le sport l'après-midi, ou l'école l'après-midi et le sport le matin, c'est indissociable. Je me suis retrouvée seule avec mes 4 enfants et je suis passée par la formation Zumba, qui était de la danse plutôt, tu vois, mais sportif. Et ça base sur le ministère des Sports. Donc, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle un CQPALS, c'est la formation qui fait Mia et Clémence aujourd'hui. Et je voulais aller plus loin, donc j'ai fait un BPGEPS APT et ensuite j'en ai fait 45 autres diplômes et j'ai continué à étudier. Mais c'est aussi parce que le corps des femmes et le mouvement me fascinent. Et aussi parce que le corps des femmes et le mouvement concernant les femmes, il y a beaucoup de mystères dans la science, par exemple, ou dans la médecine.
On étudie l'anatomie par un corps masculin, on étudie l'anatomie par un prisme masculin. À peu près à 5-6 ans, j'ai rentré dans des communautés du mouvement myofascial et la communauté de la compréhension du mouvement myofascial, dans lequel on rentre dans une observation des corps, du plancher pelvien, des corps féminins, de l'importance de la graisse. On déconstruit justement cette force et puissance, ce que j'appelle force et puissance, la confusion entre la force et la puissance. Et c'est quoi du coup, d'ailleurs, si tu peux nous en dire plus sur ça? Alors, on a une observation superficielle de ce qui paraît santé, qu'est-ce que tu vois. Quand tu vois un corps musclé, tu penses qu'il est sain. Ouais, confusion. Seulement, dans un corps atrophié, donc hyperatrophié, le nom le dit, hein, on a une réduction de tendons, des ligaments, forcément parce que tu diminues l'amplitude. Jusqu'à 40 ans, ça va. Je parle pour les femmes, parce que c'est mon spécialité, c'est les femmes. À partir de 45 ans, les choses se corsent, parce qu'on n'a plus une bonne qualité tissulaire, moins d'estrogène, donc une perte de collagène. Et là, les tendons, les ligaments, s'ils ont fait que ces mouvements-là, par exemple, tu vois, il faut expliquer la fonctionnalité de ce mouvement, parce que même pour boire du thé, c'est la galère. Tu n'arrives pas à la bouche. Pour les auditeurs, est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement? Le mouvement comme si tu... Comme si tu prenais un poids, tu vois, Un poids, ouais, les biceps, quoi. Et que tu faisais que des mécaniques de mouvement, tu vois, qui rétrécissent l'amplitude. Ce que je veux dire par là, c'est que si le mouvement n'est pas fonctionnel, s'il n'est pas polyarticulaire, il est dans la force. Donc, réduction d'amplitude et hypertrophie. Ma compréhension et ma recherche sur l'accompagnement des corps féminins, il se positionne là parce que la puissance, elle est dans la qualité tissulaire et fibreuse des différents muscles et la résilience, donc la multidirectionnalité, va donner à ce muscle beaucoup plus de longévité et vitalité qu'à un muscle atrophié. Ça, c'est la différence entre la force et la puissance, tu vois. Elle n'est pas dans ce que tu vois. Elle est dans les fibres type 1, type 2, dans les fibres que les femmes possèdent de plus. D'ailleurs, dans beaucoup de grands marathons, tu vois, les grandes courses, les femmes, elles arrivent en premier ou alors très en avance par rapport aux hommes parce qu'ils ont beaucoup plus de fibres type 3. De ce fait, c'est important de remettre les choses au bon endroit. Mais une fois, dans le corps féminin, on n'a pas suffisamment donné toutes ces informations parce qu'on ne rentre pas dans une logique random. Tu sais, on est cyclique. Donc, du coup, pour la science, on est un mystère. Les hommes, c'est facile parce que testostérone, donc tu as plus ou moins une... Ouais, c'est plat, quoi. Encéphalogramme plat. Et les femmes, comme elles rentrent pas dans la régularité. Donc, pour être un échantillon, on est trop multiples. Et je pense que ça aussi, ça génère quand même pas mal de complexité. Sauf qu'avec l'imagerie maintenant, on a beaucoup plus de données, on arrive à voir des choses qui n'étaient pas visibles auparavant. Il faut aussi comprendre que l'anatomie, elle était quand même sur des corps desséchés, sur du formol et copé, sectorisé par des morceaux morcelés. Et toi, tu n'es pas en pièces détachées. Quand tu sors de la maternité, ta mère, elle ne te rajoute pas. Tu vois, elle ne te visse pas, quoi. Pas oui, on a un organisme, quoi. On n'est pas des... Oui. Je pense que ça, c'est en train de se transformer avec le mouvement myofascial et toutes ces nouvelles sciences-là, l'imagerie. Et donc, ça nous rend service aussi à plusieurs endroits sur l'observation d'un corps qui, effectivement, a besoin d'autres regards et qui est mystérieux par son manque d'études. Et alors, il y a une histoire d'intérêt, puis il y a une histoire aussi que la médecine était dans la main des hommes, des barbiers. Au départ, c'était les femmes, puisque la médecine, elle est liée à l'accouchement, tu sais, la vie et la mort. Et les personnes qui avaient la main de la vie et de la mort avant l'arrivée de la médecine telle qu'on le connaît, c'était les femmes qui ont été de exercer, enfin, de sages-femmes, par exemple. Et donc, du coup, les hommes ont pris la main et il y a tout ce système qui s'est mis en place sur la diabolisation du féminin. Enfin, c'est quand même... tu vois, les mythes nous ont pas rendu service, tu vois, quand on tous les mythes qu'on a dans l'histoire nous ont pas rendu service. Et si on revient justement, on parlait de sport santé, etc. Toi, comment tu as vu justement l'impact de la cure des régimes dans le milieu du sport? Comment t'en as pris conscience? Pas simple, les gens viennent en septembre et en décembre pour maigrir. Et les gens viennent pour la performance, les gens vont dans des clubs sportifs pour ça. Leur objectif, la première chose qu'on nous demande, c'est comment je peux faire pour avoir des résultats. Il n'y a pas un seul jour de ma vie d'éducatrice sportive que je n'ai pas quelqu'un qui me demande des résultats. Et à un moment, tu vois, au début, j'ai
joué ce jeu, tu vois. J'ai joué ce jeu parce qu'on est formaté dans nos cursus sportifs pour faire ça. Mhm. On apprend à faire ça. On Mhm. nous enseigne. J'avais dit la discussion qu'on avait eue avec Aline Thomas. Ouais. J'avais dit à un moment que c'est l'académique qui doit se renouveler sur ces questions. Mais pour se renouveler sur ces questions, il faut des données. Et donc, il faut que la santé publique prend ses responsabilités sur les données de la violence systémique liée au régime, qui génère des problématiques de santé. Donc, du coup, la chaîne, elle est là, quoi. Et qui a besoin d'être analysée pour qu'on puisse prendre ses responsabilités, l'académique, tu vois. Et changer un peu le prisme. Et donc, disruptif, parce que nous, on voit bien que la réalité, elle est présente, quoi, dans les esprits. Ouais. Oui, parce que c'est ce que tu disais, oui, dans le live du coup qu'on a fait sur Instagram avec Aline et du coup sur la grossophobie, le sport, etc. C'est vrai que tu disais que même, enfin, dans les formations même liées au sport, c'est très 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 présent et au final c'est aussi véhiculé, ouais, par mine de rien, par les éducateurs, par les coachs et en tout genre, quoi. Absolument. Absolument. Même les structures associatives et les mouvements sport-santé parlent de bikini body, sont grossophobes. En fait, il y a vraiment une diabolisation des corps. Tu rentres dans la norme ou tu rentres pas dans la norme. Tu vois, il y a une diabolisation des corps, en gros. Ouais, c'est ça. Puis il y a une hiérarchisation aussi. Genre, si t'as un corps mince, t'es au-dessus, on va dire, des corps gros. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas, c'est ce qu'on véhicule avec la culture des régimes. Ouais, du coup, et du coup, fort de tout ça, c'est vrai que donc tu disais en janvier, etc. Enfin, les gens, quand ils arrivent pour le sport, ils veulent maigrir, etc. Toi, comment tu t'y prends justement pour semer des graines par rapport à tout ça? Mon premier discours à l'arrivée, vraiment les premiers cours, j'ai dit si vous venez pour voir un ventre plat ou pour maigrir, vous pouvez partir. Ça permet de faire un tri. Ouais, Radical. c'est une façon de faire les choses, en effet. C'est radical. Mais j'insiste beaucoup là-dessus dans tous mes cours quasiment, parce que les gens qui viennent au Pilates, on travaille énormément sur le centre, donc on sent vraiment les muscles profonds, tu vois. Et pour autant, on sent les muscles profonds, mais l'objectif, c'est sentir cette puissance de mouvement, cette colonne vertébrale saine qui peut être mobile à toutes les axes, cette mobilité, cette possibilité de s'asseoir et se lever, tu vois, cette vitalité n'a rien à voir avec un ventre plat ou la maigreur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'insiste énormément dans tout. Je pense qu'il n'y a pas un seul cours où j'en parle pas de ça. Les filles sont très sensibilisées, Aurélie aussi, à l'importance de discours qu'on tient face au mouvement, tu vois. Soit le plus adapté et inclusif, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle une pédagogie différenciée et inclusif. Donc, pendant un moment, on a fait une communication un peu body positive, tu vois. Après, on s'est rendu compte que c'était encore un autre truc galvaudé et que générait beaucoup de confusion dans les esprits. Et donc, maintenant, on fait une pédagogie de fond, tu vois. Cette invitation que je fais à toi et à Aline pour parler de sport, mouvement, santé, etc. Pour moi, c'était une petite graine. C'est des graines qu'on sème, tu vois. On a fait des petites graines. On a fait une avec toi sur la santé, il me semble. Enfin, les modèles qu'on a fait sur l'alimentation, non? C'était pas ça? Ouais, c'est ça. Oui, oui, au bus du cœur, on avait fait ça. Au bus du cœur, on a fait ça. Et donc, voilà, il faut continuer à travailler sur une pédagogie, je pense, parce que c'est important de donner à réfléchir. Parce que je crois que toutes les femmes se sentent concernées. Carrément. Là, de passer devant un miroir et serrer le ventre, tu vois, et de vouloir se contenir dans quelque chose. Et se contenir, c'est aussi se diminuer, c'est ne pas prendre la place. Ouais. Et se faire moins. Et donc, par exemple, sur le travail hypopressif, donc la pratique de Pilates, quand tu retiens, quand tu écrases, quand tu diminues, tu presses. Et donc, tu génères cette force interne hypopressive où tu vas presser les organes reproducteurs qui eux-mêmes sont juste au-dessus de la vessie des intestins et qui peuvent, au fur et à mesure du temps, quand tu perds en collagène, être fragilisés. Et on sait que 85% des athlètes de haut niveau, il faut chercher les données, mais ils ont des problèmes d'incontinence, les filles. Et donc, du coup, c'est important d'avoir cette réflexion. Le ventre plat me génère pas forcément une bonne santé. C'est important de se le dire. Les muscles trop atrophiés ne génèrent pas une bonne santé. Ouais,
hyper Tu vois? intéressant. Ouais. Je pense que c'est important le muscle résilient, c'est celui qui est multi et polyarticulaire. Un muscle résilient, il doit être capable, je parle de résilience et de longévité, hein, Mhm. capable de faire plusieurs axes. Si je ne peux pas gratter la tête parce que mon biceps est trop gros, c'est qu'il y a un problème. Ouais, Et au fur et à mesure, tu auras des problèmes d'inflammation de Mhm. ligaments et des tendons. Et pareil, si j'ai des cuisses tellement grosses que je ne peux pas m'asseoir par terre, il y a un problème. Mhm. Oui, grosse, on dit parce que t'as trop travaillé, enfin, les muscles Musculairement gonflé. musculairement gonflés. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'associe, moi j'associe, je pense qu'il faut réfléchir sur la vitalité, à la santé et qualité de santé. Ouais. Vitalité, qualité n'a rien à voir avec la forme. Ouais, moi je suis bien d'accord. Bah, c'est vrai que j'avais vu une vidéo je crois que c'était sur Instagram, et il disait qu'en fait, ce serait cool de changer les discours par rapport au sport, au lieu de montrer que c'est pour avoir un certain physique, plutôt de se dire, bah, si tu fais du sport aussi pour la toi de 70 ans, qui sera toute seule, qui sera peut-être dépendante de gens, et qui pourra peut-être plus porter ses courses, tu vois, pendant plusieurs années, que quelqu'un qui peut-être n'aura pas fait ce travail de mobilité, de entretien du corps, tu vois, et de le voir un peu comme ça en se disant, bah, ce que tu fais comme sport, c'est aussi pour bah, la longévité, pour ouais, le fait que voilà, que tu restes le Pour, plus mobile possible, quoi, aussi pour, longtemps possible. pour à 75 ans, personne ne te change ta couche. Ouais, Moi, je dis ça dans mes cours, hein. ouais. Vous devrez penser à faire du sport pour qu'à 75 ans, il n'y a pas une seule personne qui vient changer ta couche. Ouais, bah, ouais, ça marque les esprits, Ah, c'est bah ça, notre discours. Ouais, voilà. Ouais, j'aime bien. Ouais, et du coup, c'est vrai que, mais moi, c'est quelque chose qui bah, qui m'a donné envie aussi de venir chez Passerelle, justement. Il y avait ce message un peu body positif, mais même si oui, t'as raison, c'est vrai que, en fait, c'est mal compris, etc. Mais en soi, là, je me suis dit, ah bah tiens, c'est top d'avoir des organismes comme ça, bah, voilà, des associations liées au sport, etc. Des endroits où tu peux faire du sport, où il y a quand même des discours qui sont du coup bah, plus anti-diet culture, quoi. Et ça, forcément, ça m'a parlé, c'est sûr. forcément, C'est tellement rare en fait. ouais, c'est sûr. C'est sûr évidemment que ton expertise, elle fait sens dans nos engagements, mais je pense que, tu vois, on a rencontré aussi Aline Thomas qui est engagée sur ces questions-là, et je pense qu'il y a plusieurs actrices, ben, beaucoup d'actrices, hein, pour le coup, je ne connais pas trop de mecs engagés sur ces questions-là, mais il y a beaucoup d'actrices sur cette question de la culture de la diète, mais peu rassemblées, tu vois. On manque un peu de se rassembler, tu vois, de créer vraiment une communauté. Moi j'aime bien faire des communautés, hein, mais je me dis que ça serait intéressant qu'on fasse une proposition à un moment donné d'une communauté comme le collectif 8 mars qui existe à Lille, mais une communauté d'acteurs sur les mêmes questions, tu vois, des experts à plusieurs domaines, l'alimentation, la santé, le mouvement, sur une réflexion commune, peut-être une assise, tu vois, de la culture de la diète en France. Peut-être que ça serait intéressant, je sais pas, Mhm. je me dis que ça serait intéressant de faire un congrès, une conférence, je ne sais pas, c'est une Mhm. idée pose là, hein. Il serait intéressant en France parce que tu sais, ces communautés d'engagement sur le mouvement et la culture de la diète, il n'y a pas tellement ici finalement, tu vois. Ouais, carrément. Au Brésil, il y en a quelques-unes. Au Canada, il y en a pas mal. Aux États-Unis, mais en France, j'ai l'impression qu'on parle grec quand on parle de ces sujets-là, tu vois. C'est clair. Oui, oui, ouais. À qui le dit, c'est sûr. C'est bien que tu es consciente, mais évidemment que le problème, c'est qu'on parle à des convaincus. Là, on a parlé à des convaincus, tu vois, bon, c'est bien. Mais notre intérêt, c'est quand même à toucher des gens qui sont pas convaincus. Là, ce matin encore, j'ai une meuf qui me suit. Là, c'est une nana qui se dit, Diététicienne. voilà, et qui est dans ce truc-là de compter la bouffe, de montrer son corps tout mince, de se faire des photos. Enfin bref, moi, je t'avoue, ça me... Tu sais, Ouais. j'ai parfois envie de dire, putain, tu te rends pas compte de la responsabilité que tu prends face à des gamines de 14, 15 ans qui te voient. Je trouve ça une grande irresponsabilité. Bah ouais, après tu vois, les diététiciens, les diététiciennes, ce qu'ils apprennent, c'est voilà, des plans maigrissants, enfin tu vois, de la maigrissologie comme on dit, donc c'est sûr qu'ils se remettent pas en question forcément tous quoi sur ça. Ça, je comprends parce que c'est la pyramide de l'OMS, c'est Ouais.
la logique de l'IMC. Enfin, c'est les données qu'on a dans le monde de la santé. Ça, je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est la responsabilité prise d'imaginer qu'il y a un format, parce qu'il y a une différence entre répartager un discours de santé publique qui est dysfonctionnel, ça c'est un sujet, mais à une autre de prendre pour soi son truc égoïque, de imaginer que quelqu'un doit la rassembler, tu vois. Ouais. C'est ça que je comprends pas. Ouais, c'est ça. Oui. Je sais pas s'il y a une logique aussi business un petit peu en disant, bah, en fait, les gens, ils veulent que je renvoie une certaine image pour qu'après, ils puissent faire appel à mes services, qu'ils se disent, bah, en fait, bah, ça veut dire que si je mange ce qu'elle me dit de manger, bah, forcément, je vais être mince comme elle, etc. Et puis, tu vois, je vois typiquement, ça se fait de plus en plus des annuaires, tu sais, de pro-safe, de pro, tu vois, même des professionnels, mais des gynécos qui sont safe ou qui sont du moins tu vois, comment dire, éveillés aux discriminations, machin, voilà, qui prennent en compte ça dans leur pratique, etc. Et je trouve qu'il y a peut-être qu'il manquerait peut-être un peu ce truc-là au niveau du sport aussi, ou au niveau même anti-culture des régimes, en disant, bah voilà, ce pro-là, ou cette pro-là, bah voilà, elle a la conscience de la culture des régimes et de la grossophobie, quoi, tu vois. Mais encore, il faut faire la pédagogie sur la question. Parce que le problème, c'est que sur les violences sexuelles sexistes, il y a une pédagogie, une prise de responsabilité. Parce qu'en fait, ça se passe un peu comme ça. Il y a une problématique chez les minorités. Cette problématique, elle existe parce que, tu vois, la colonisation, le racisme, l'homophobie, l'handicap, la problématique de la transphobie. Enfin, toutes ces questions-là, elles existent. Mm. Après, les communautés sont assez fortes et puissantes pour faire peser ça dans la balance. Ça prend du temps. Ouais. Et c'est le cas de le dire, il faut peser ça dans la balance. Dépeser ça dans la balance. Donc, du coup, il faut déconstruire le docteur qui fait peser dans la balance. Donc, il faut rassembler des professionnels qui sont suffisamment éveillés sur ce qui se fait dans le monde. En fait, ce qu'il faut pas oublier en France, c'est que comme on n'édite pas forcément dans les revues Impact 5 en termes de recherche, on est très mauvais là-dessus et qu'on lit pas tellement en anglais, on a du mal à être concerné par ce qui se passe dans le monde, tu vois, le monde de la recherche. Ça nous ralentit un petit peu l'évolution des mentalités académiques Mm. parlant. Ce sont des chaînes comme ça qui ramènent. Mais par contre, si on a une communauté qui se rassemble autour de ces questions et peut-être des, je sais pas, moi je pense à des séminaires ou des conférences, c'est un peu ça qui fait que les choses pèsent dans la balance. Ouais, oui, c'est ça, oui, c'est faire poids, quoi, avoir un truc en face assez solide pour après peut-être influencer aussi d'autres choses, d'autres politiques Et puis, publiques. avoir Ouais. des communes chez les professionnels de santé, et puis les données, parce qu'on a besoin des données pour changer le poids des choses. Les Canadiens, ils sont très forts sur ces questions-là. On a des données sur les TCA, et donc les régimes amènent automatiquement à une TCA, donc le contrôle de ce que tu manges, le calcul, peu importe le régime, ils ramènent tous à une problématique de santé alimentaire. Ils génèrent ça, des troubles de comportement alimentaire. Et donc, du coup, on a des données Ouais. sur les décès, quoi. Mhm. Parce que ça tue, en Oui. fait. Les Ouais. troubles tue. Donc, ça c'est important d'évoquer, je pense, les dangers. Et puis, bon, on parle quand même des jeunes filles, quoi. On parle des jeunes filles, quoi, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles cette nana, là, qui avait, je crois, peut-être 30 ans, 25, 30 ans, elle était très jeune, une Slave qui est partie vivre à Bali, qui a fait toute une communication autour de Fruitiver et qui est morte d'anorexie. Enfin, tu vois, ces choses-là moi, ça me désespère. Franchement, je trouve ça désespérant. Ouais. Désespérant. Là, il y a une série, je crois que je vous en avais parlé l'autre jour quand on a échangé, qui s'appelle Apple Vinegar Cider. Ouais, Apple Cider. Oui, oui, Nigga. Oui, 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 sur Netflix. C'est quand même fort. Ouais. Et c'est fort, et surtout, tu continues à voir dans les réseaux les mêmes comportements. Ah oui, oui, bah oui, c'est les mêmes mécanismes et tout, ouais, c'est clair. Et donc, il y a la nana qui est protagoniste de l'histoire. Elle s'invente un cancer et elle crée un truc d'alimentation. Et donc, tout tourne autour de ça. Parce que c'est vrai que c'est joli, les assiettes sont jolies, la communication, elle est belle. Tu te dis, c'est génial d'imaginer manger. Comment je peux faire pour manger mieux, tu vois. Le problème, c'est que ça développe tout un tas de folie, quoi. Mhm. Ah, c'est clair. C'est trouble. Ouais. Et plutôt ça le sujet. Et je pense que bon, tu es plus calé que moi sur ces questions-là de manger ce qui fait sens pour nous. Moi, j'aime tellement le goût des choses, tu sais, le palais, Ouais. que j'ai écouté le podcast où elle parlait de frustration et de calcul. Et je n'aurais jamais pu rentrer dans ça
par le plaisir que j'ai à avaler les aliments. Après, tu vois, y a plein de gens qui disent ça, tu vois, qui disent, bah, moi, je pourrais pas avoir des TCA parce que moi, j'adore manger. Mm. Et en fait, des fois, c'est même, justement, des gens qui adorent manger qui tombent dans les TCA, tu vois, parce qu'il y a tellement ce truc tu vois, il y a une sorte d'escalade après, on va dire, par rapport à ces questions de manger, parce que ça prend de la place. Après, on se dit, bah, tiens, je vais manger mieux, ou je vais changer, peut-être là, je mange un peu trop de sucre, justement, peut-être je suis trop gourmande, tu vois, et du coup, ça peut aussi mener à les TCA, quoi. Potentiellement, hein. Peut-être que Ouais. j'ai des alimentations, je ne sais Je dis pas toi. Mais c'est vrai que ouais, c'est des trucs des fois qu'on peut entendre. pas. C'était Euh, pendant longtemps, parce qu'au Brésil, j'ai eu un parcours alimentaire compliqué, parce que je mangeais rien quand j'étais petite. Je n'étais pas un enfant qui mangeait, donc j'étais assez maigre. Ma mère me faisait manger des trucs genre l'huile de foie de morue, enfin des trucs complètement dingues. Et au Brésil, on mange très local. ouais. Et quand on grandissant en dictature, mais j'avais que la nourriture locale, les fruits, les légumes. J'étais pauvre en plus, donc du coup on mangeait ce qu'on avait. Mais après, on a eu la margarine qui est arrivée dans nos vies au Brésil. Et donc ma mère, elle a commencé à cuisiner avec ça, et je suis tombée gravement malade. Donc je suis Ah, restée un an à l'hôpital avec des problèmes digestifs. Ce qui m'a sortie de là, c'était une amie qui était à l'époque macrobiotique. C'était dans les années 99, hein, donc c'est il y a 89, il y a longtemps. Et donc je suis devenue macrobiotique. Je mangeais que des graines et des racines pendant très longtemps. Après, je mangeais que sans viande, aucune viande, végane totale. Mais bon, c'était vraiment par plein de raisons, l'environnement, le yoga, tout ça. Et en arrivant en France, j'ai dû m'adapter à l'alimentation locale parce que, tu sais, il y a 20 ans, acheter un paquet de riz complet, il fallait que je travaille 2 semaines. Tellement c'était cher à l'époque. Il n'y avait pas cet accès à toutes ces choses. Et puis c'est vrai qu'ensuite, tu vois, c'est pas que tu fais attention à ton alimentation, c'est qu'à 50 ans, tu n'as pas les mêmes besoins. C'est vraiment une écoute, tu vois. ouais. Tu n'as pas les mêmes besoins alimentaires. Je sais que j'ai des. Mais je suis extrêmement à l'écoute de tout, les Mm. particularités. Évidemment que ce que je mange fait sens. Je sais, en fait, je sais ce que j'ai besoin parce que presque mon corps me dit. Ouais. De temps en temps, j'ai des appels de bananes, par exemple, un peu comme une femme enceinte. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on peut Surtout, j'ai observer, pas hein. d'heure. J'ai pas d'heure. Ça veut dire que, par exemple, le matin, je sors d'ici, il est 6h30. Donc, du coup, c'est pas du tout le moment pour manger pour moi, à 6h30. Je reviens vers 11h. Je mange à 11h. Là, j'ai faim, la dalle. Et ensuite, je pars bosser. Et après, je reviens vers 16h. Et donc, je fais un petit, tu vois, parfois une soupe, parfois, peu importe, ce que j'ai envie. Et voilà. Donc, du coup, c'est vraiment, je suis à l'écoute. Je suis hors horaire Mhm. et à l'écoute de mon palais. Ah ouais, bah c'est une alimentation intuitive. Pas complètement. Une Et alimentation intuitive, ouais, c'est ouais, ça. non, mais c'est vrai. Puis c'est ça, en plus, après, des fois, on a des envies vraiment spécifiques, etc. Et ça, c'est vraiment lié bah, à notre corps qui traduit nos besoins avec des envies d'aliments, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et puis, j'étais comme ça enceinte. Et puis ensuite, en vieillissant, je suis devenue encore plus affinée, tu sais, Ouais. sur le goût. Je pense qu'on change notre. Parce que tu as déjà goûté plein de choses. Et finalement, je sais que j'ai des besoins. Par exemple, j'ai quand même cette sensation d'avoir des besoins des aliments de mon pays. Mm. Donc, je fais du riz et haricots. Et ça, j'aurais pu manger dans les meilleurs restaurants du monde. Ce qui me régale, c'est riz, haricots, farine de manioc, banane plantain. Mm. Ça me régale. Tu vois, Mm. je salive. Rien que de penser, je salive. Mhm. Tu vois Ouais, le ouais, truc? l'alimentation, c'est culturel aussi. Et ça, je trouve justement, c'est une dimension qu'on essaie de gommer aussi avec la culture des régimes, tu vois. Parce qu'on tombe dans une alimentation très aseptisée. Tu vois, même les plans alimentaires, ça écarte carrément la culture, en fait, des gens derrière, tu vois. Parce que on mange des aliments parce que peut-être que quand on était plus jeune, notre mère nous faisait ça, peut-être notre environnement, notre héritage familial, etc. Et tout ça, c'est gommé, quoi. Oui, parce qu'il y a une partie affective dans Ouais, l'aliment, évidemment. c'est Euh, ça. quand je mange mon riz, mon haricot, avec la banane plantain et la farine de manioc, ça m'envoie, c'est la Madeleine de Proust, tu vois, ça m'envoie tout de suite à un souvenir. Mhm. Et effectivement, manger de l'avocat ici, par contre, manger de l'avocat ici, ça me passe au-dessus de la tête, tu vois, j'ai pas du tout, pour moi, c'est un truc saisonnier qui ne peut pas exister ici. Il n'y a pas longtemps que ceux qui ont pris la culture, c'est les narcotrafiquants au Mexique, d'avocats. Donc, ne mangez pas d'avocat en France, s'il te plaît.
Ça fait mal au cœur à beaucoup de gens. Ah ouais, hein, faut arrêter les toasts avocats. C'est comme le quinoa, hein. En fait, à force de manger du quinoa, c'est aussi ça le néocolonialisme, hein. C'est on commence à manger des choses que les peuples mangeaient depuis le début de leur histoire, et maintenant ça coûte trop cher pour eux, ils peuvent plus manger. Et ici, tout le monde en mange, qui ne fait pas partie de l'histoire, tu vois. Mhm. Quand on a des légumes locaux, et je trouve que le truc local, ça a beaucoup de sens dans Mhm. notre patrimoine génétique, tu vois. Il y a quelque chose de sensé dans le local, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et toi, du coup, ouais, Alessandra, comment t'es venue au féminisme, en fait, justement? J'ai entendu une fois une chanson qui dit, je crois que c'est Fabuleuse Troubadour, et donc il dit dans sa chanson, je ne peux pas m'engager, je ne me suis jamais dégagée. En fait, c'est ma condition depuis toujours. J'ai été élevée avec des femmes qui résistaient à une réalité extrêmement violente. Entre elles, il n'y avait pas d'hommes, et que mon parcours, mon histoire ne pouvait que être relié à une lutte parce que c'est de la survie. Et je passais en fait toute ma vie en survie, jusqu'à là. Là, je vis. Là, je milite, je vis. Tu vois, Mhm. et sinon, tout mon parcours de vie, jusqu'à mes 40 ans, j'en ai 52, ont été un parcours de femme de lutte, avec 4 enfants, tout seul dans un pays qui n'est pas le mien, étrangère, quoi, avec smicarde, quoi, divorcée et smicarde avec 4 enfants. Quelle femme divorcée et smicarde avec des enfants n'est pas engagée sur la condition même de son histoire? Et ce que j'ai discuté hier avec une amie, c'est que, en fait, c'est très important de réfléchir sur le féminisme autant que lutte de classe. Ouais. Parce que celles qu'on ne voit pas dans les manifs, celles qui ne sont pas visibles dans les médias, celles qui ne sont pas, avec lesquelles on ne va pas citer le nom, elles subissent et elles sont invisibles. Ouais, mais tu vois, ça, c'est un lien peu de gens font, hein, ce côté-là aussi. Parce que ce n'est pas facile, hein. Mhm. Mais il faut le faire. En fait, on doit absolument être conscient de nos privilèges. Aujourd'hui, parce que je maîtrise la langue, je me sens privilégiée. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'étais à marge parce que je n'avais pas la maîtrise de la langue, je ne pouvais pas exprimer mes idées et je ne me sentais pas en sécurité de le faire. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de le faire, donc je dois parler de mes sœurs qui, elles n'ont pas ce privilège. Et Ouais. il faut bien réfléchir dans la lutte. Oui, on te croit, mais il ne faut pas oublier celles qui ne disent pas ce qui se passe, qui sont dans le silence. Tu vois de quoi je parle? Ouais, bien sûr. Mhm. C'est fondamental. Oui, oui, oui. C'est vrai que oui, il y en a qui peuvent pas porter leur parole aussi, donc c'est de penser à elles aussi. Ouais. Et il n'y a pas, en fait, c'est comme l'écologie. L'écologie, c'est en justice sociale, c'est du jardinage. Ouais. C'est pareil pour le féminisme. Mhm. Pas de justice sociale dans le féminisme. On se prélasse entre nous en train de se dire on peut acheter des mauves, mettre d'une mauve, se teindre le visage, faire de la percussion au milieu de la place publique, mais il y en a tant d'autres qui ne peuvent pas y aller. Mhm. Et c'est celle-là qui m'intéresse finalement, tu vois, celles qui Ouais. peuvent revendiquer leurs droits. Mhm. Aussi qui passerait est très insistant sur ces questions-là de accompagner les femmes sans papier, les réfugiés, les demandeuses d'asile, les plus isolées, les plus précaires, avec les foyers. On va aussi dans les CHRS, tu sais, les hébergements d'urgence. Mhm. Mandolé, elle fait cours tous les lundis là-bas pour faire le lien entre les foyers et nous. Et on insiste sur cet aspect-là, quoi, engageant du projet associatif auprès de toutes. Je rappelle, hein, je rappelle dans tous mes cours, je pense que les filles aussi elles le disent, c'est d'abord un projet associatif. On donne des cours de sport parce que c'est notre moyen, mais sinon c'est d'abord un projet associatif, pour moi révolutionnaire. Le corps des femmes est révolutionnaire. Ouais. Ça n'a pas toujours été. Après, je sais pas si tu veux en parler, mais je pense que ça n'a pas toujours été accueilli non plus à bras ouverts, que ce soit dans la ville ou par le système ou autre, quoi. L'initiative de Non, passerelle. Mm. non, non, non. Là encore, ce samedi, on a pris le gymnase et on a fait une immense zumba. Il y avait du monde et toi et tout. Donc, on avait des meufs voilées. Enfin, il y avait tout un tas de gens différentes. Et je sais que c'est regardé de manière pas toujours sympathique. Mais Mm. parce qu'il y a cet aspect-là, tu vois, quand en fait, le sujet du voile, comme elle est complexe et comme elle est pas suffisamment compris à tous les endroits, on a la tendance à tout mélanger, tu vois. Mm. Moi, j'insiste sur cette question-là. Je ne revendique pas que les gens se voilent, évidemment. Par contre, Mm. je revendique que les gens aient le droit de faire ce qu'ils pensent pouvoir
le faire à leur endroit, tu vois. C'est important de le dire, ça. Et donc, du coup, il y a cette question de liberté d'usage, parce qu'on devrait, en tant que féministe, accepter la liberté d'usage de chacune de nous, quoi. Et puis ça passe par le corps. Oui, puis enfin, au final, pour moi, le féminisme, c'est ça, c'est permettre aux femmes de faire ce qu'elles veulent, en fait. Et qu'elles aient le choix, en fait. Et après, qu'elles fassent ce choix-là ou un autre, bah, elles le fassent. Mais au moins, elles aient la liberté de le faire. Mais je comprends les questionnements autour de ça, tu vois. Je comprends ce phénomène de se voiler politiquement, tu vois, de se voiler pour revendiquer quelque chose. Je comprends le questionnement du voile dans nos sociétés. Je comprends ce questionnement. Je comprends le questionnement, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ouais. Et c'est ça que je parlais à un moment, c'est que d'abord, on doit avoir suffisamment de connaissances, donc se cultiver sur la diversité de complexité du monde, sur la condition des femmes, avant de revendiquer quoi que ce soit. Tu vois, d'abord, je dois comprendre les mécanismes qui me font faire ou pas certains choix. Et ça dépend aussi de la rencontre, tu vois. Je pense que la rencontre avec l'autre nous permet de s'enrichir sur les points de vue et sur les idées différentes du monde, quoi, tu vois. C'est vrai. Oui, oui, parce qu'après, j'ai l'impression que, justement, il y a un peu cette peur, un peu de, tu vois, qui est nourrie aussi par les médias, tu vois, des étrangers, de ceci, de cela. C'est souvent une des projections, en fait, tu vois, parce qu'on connaît pas l'autre. En fait, l'autre nous fait peur parce qu'on n'y va pas à sa rencontre, justement. Tu sais, on projette, c'est des ombres sur la grotte, comme disait. Bah, La voilà. peur n'est pas réelle. Ouais. La peur, elle est supposée. Et en fait, on fait plein de sondages sur ces questions d'extrême droite, par exemple, ces petits villages-là qui n'ont jamais vu un étranger dans lequel ils votent tous Front National. C'est que c'est très facile d'alimenter quelque chose que tu connais pas. Mais les gens facilement se le disent aussi. Ah, toi, t'es pas comme les autres. Tu vois, quand ils rencontrent la personne. Et c'est effectivement, il y a que la rencontre qui peut transformer notre regard et le dialogue. Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'histoire de l'humanité, une autre histoire de l'humanité, qui parle un petit peu des chasseurs-cueilleurs. Ils expliquent que la clé des sociétés de chasseurs, elle était quand même dans le dialogue. Autoriser le dialogue entre les nations nous permet d'observer l'autre différemment. Nous, on manque rudement de dialogue. Oui. On se met derrière un drapeau et Ouais. on manque de dialogue. Ouais, puis comme tu disais, en fait, comme on est une société qui nous pousse à l'individualisme, à un peu se murer, un peu l'entre-soi aussi, tu vois, bah forcément, ça ne, il y a pas de lieu, il y a pas de moyen de se rencontrer, en fait, vraiment mis en avant. Et du coup, bah, on reste sur, tu vois, on va pointer du doigt la différence, on va pointer du doigt certaines choses, on va avoir peur des autres, alors que mais c'est vraiment quelque chose de systémique, quoi, le côté individualiste, malheureusement, et d'où passerelle, en fait, hein, au final. Oui, oui. Et les sociétés, elles se construisent par opposition, tu vois. En fait, le problème, elle est là aussi. C'est que les choses, elles se font par opposition, elles se font jamais par compromis. Passerelle est justement ça, c'est que à l'intérieur de ce projet, tu as des gens qui sont dans tous les bords et qui ont des rapports différents avec le monde et peut-être même des attentes très différentes du monde, mais qui se retrouvent dans un environnement qui peuvent rencontrer. Quand on a fait des voyages à vélo, c'était très, très fort ça, quoi. On a eu des gens moi j'ai une nana qui est juge, l'autre qui est mère de famille, l'autre qui était sans papier, l'autre qui habite dans le quartier, l'autre qui habite au Vieux-Lille. Enfin bref, tu vois, une grande diversité. Et ça aussi, c'est formidable, le voyage, parce que le voyage, ça nous permet vraiment de rencontrer l'autre différemment. Ce qu'on se dit là avec les nanas dernièrement, qu'on manque des espaces autres que l'activité, tu sais, qu'on puisse favoriser la rencontre autrement, tu vois, les temps de parole, tu vois, des moments dans lesquels on se retrouve. Là, j'ai eu Laetitia qui m'a dit, mais elle travaille chez des notaires, et puis elle m'a dit, mais jamais j'aurais pu rencontrer une telle, jamais. Ouais, c'est vrai. C'est ça notre résultat. Ouais, Et je me dis très très souvent ça, je me dis il faut qu'on fasse un focus, un moment sur comment on peut faire la courte échelle les unes aux autres, tu vois, comment on peut ouvrir des opportunités pour celles qui sont chefs d'entreprise, qui sont indépendantes aussi. Écoute, moi je suis une personne engagée, militante, tu le sais. Mais pour autant, je suis aussi un entrepreneur puisque je bosse sur le réformat en auto-entrepreneur. Ouais. Et je pense qu'une chose n'est pas dissociée de l'autre et que oui, il faut, parce que c'est notre société. Notre société, c'est de l'argent. Donc, on a besoin d'argent pour pouvoir porter des valeurs autres. Donc, l'argent sans valeur, c'est une chose. Mais
La valeur sans argent ne peut pas exister finalement parce qu'on n'est pas dans un bisounours. On ne doit pas laisser la main sur le fait que non, il faut s'éloigner de l'argent, c'est faux. On ne peut pas s'éloigner de l'argent. Comment veux-tu payer tes factures? Bah oui, c'est ça. Après, l'argent, c'est... sans l'argent, une entreprise sans argent, c'est plus une entreprise, quoi. Tu fais du bénévolat, tu fais c'est ça. Fondation, mais il faut les moyens. Même pour ça, il faut les moyens. Ouais. Si tu veux faire une fondation ou travailler sur un projet, il faut des moyens. Pourquoi pas avoir de la thune, être plein d'audace pour pouvoir faire les choses qui ont du sens? C'est clair. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Ah, mais c'est chiant en fait parce que tu vois, je pense que c'est vraiment la relation à l'argent, le côté les femmes, tu vois, c'est un peu tabou, alors que les mecs non, mais du coup c'est les mecs qui développent leur truc. C'est aussi une déconstruction. Ouais, c'est ça. On doit déconstruire sur le fait que, parce qu'en fait c'est le faire, et donc on associe l'argent au pouvoir. Sauf que sans moyens, on ne peut pas arriver nulle part, et donc du coup on reste toujours derrière. Ça veut dire que le pouvoir est à eux et nous pas. Ouais, c'est clair. Non, je suis bien d'accord. Et donc, du coup, on finit par baisser la tête et dire « Ah oui, c'est vrai, donc donne-moi un peu de moyens, tu vois ?» Et la preuve en est que le nombre de chefs d'entreprise, de cadres, des meufs qui sont dans les pléthores de l'accession, elle est peu nombreux. Et malheureusement, c'est pour ça que les entrepreneurs féminines, tu vois, même on reste, même en termes de tarifs, tu n'oses pas demander des tarifs élevés, etc. Alors, tu en dis « Bah oui, mais il faut bien qu'on se rémunère, en fait, à un moment donné. » Évidemment qu'il faut demander de la thune, et plus. Bah ouais, voilà. Parce qu'on sait combien on investit dans nos formations, qu'on n'arrête pas. Comme on a la syndrome d'imposteur, je vais te montrer. J'ai la syndrome de l'imposteur, regarde mon mur. T'as vu? Plus de 50. Et je n'arrête pas. J'ai investi une fortune là-dessus. J'ai investi une fortune. C'est la syndrome d'imposteur, ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même des choses à déconstruire là-dedans aussi, de la capacité d'être visible et puissante, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux femmes qui, tu vois, ont un rapport assez malsain, je dirais, au sport, tout ça, qui ont été un peu matrixées par la cure des régimes, la grossophobie, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme message? De venir. Et s'ils n'ont pas passerelle? S'ils n'ont pas passerelle, qui marchent, quoi. Qui marchent, qui fassent de la bicyclette, qu'elles associent le mouvement plein, tu vois, s'asseoir par terre, jouer avec ses enfants, courir dans un parc, à l'activité qui fasse de sens à leur réalité, que le mouvement, et je parle du mouvement, s'asseoir par terre, se lever, jouer avec des enfants, si elle n'a pas des enfants, qu'elle diminue la quantité de meubles chez elle, qu'elle prend de la place, que son corps prend de la place, tu vois, par terre, debout, à tous les axes de son existence, et que si elle veut travailler son plancher pelvien, l'orgasme. C'est vrai, on peut parler, mais c'est vrai que c'est... On peut pas parler, c'est vrai. Merci beaucoup Alessandra pour cet épisode. Et ouais, si seulement Passerelle se déployait plus en France, ce serait, je pense, mes auditrices, elles seraient contentes. Bon, bah, super, on peut former, on peut accompagner, on peut modéliser. Vraiment. Merci énormément, Juliette, et bravo pour ce que tu fais et tous tes accompagnements, ton projet, ce que tu portes comme message. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!